Salut à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. Aujourd'hui, on est parti pour un épisode spécial avec Ablapause Emmanuel qui me rejoint pour cet épisode juste après. Donc au fait, sur l'épisode du jour, on va discuter de culturisme bodybuilding. Je vous en parle régulièrement, mais je prépare une compétition de body qui est pour mi-septembre. Et c'est quoi en fait? Tout simplement, il y a plein de gens j'avais pas remarqué, mais en fait, ils savent pas exactement ce que c'est. Ils savent pas exactement ce que je prépare, ce que ça implique. Et par conséquent, je vais vous présenter ça plus en détail. Et donc, c'est parti pour un épisode où en fait, on va vous expliquer un petit peu ce que c'est, en quoi ça consiste. Je vais discuter un petit peu de mon expérience aussi, bien sûr. Donc, pour vous segmenter un petit peu, vous faire un peu les chapitres de cet épisode, parce qu'évidemment, je prends des notes avant de le faire et j'organise. Eh bien, on va discuter un petit peu d'Emmanuel, qui est cette personne que j'invite, un fin connaisseur, et on va dire que c'est c'est un gars qui tient l'histoire du culturisme dans son cœur. Présentation, les catégories, qu'est-ce qu'il y a? On va parler aussi bien des femmes que des hommes. On va parler de mes catégories en l'occurrence aussi. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans ces compétitions-là? Qu'est-ce que ça implique, une préparation? Et bien sûr, on va parler du sujet qui fâche, le dopage, à la fin. Eh bien, sans plus attendre, je vais accueillir Emmanuel pour le podcast du jour. C'est parti. Bien, sans plus attendre, du coup, cet épisode que je vous ai introduit démarre avec Emmanuel qui vient de me rejoindre. Est-ce que tu préfères qu'on t'appelle Manu, Emmanuel ou Ablapause? Je préfère qu'on m'appelle Manu, comme tous mes potes. Ouais. Ouais, on m'appelle tout le temps comme ça, donc il n'y a pas de souci. Tu peux m'appeler Manu avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler en français, mais toi, tu as l'habitude de discuter dans différentes langues. Oui, oui, oui. Bah, j'ai la chance, déjà, de par mes origines, même si ça se voit pas que je suis très, très blanc. Mais ma Ouais. mère est espagnole. Ma mère est Ouais. espagnole et j'ai vécu dans des pays anglo-saxons, pardon, Yeah. saxons, pendant des années, notamment en Australie. Donc, je suis trilingue français, anglais, espagnol et ça me permet, j'ai la chance, de pouvoir travailler notamment avec des athlètes anglophones, mais aussi hispanophones, parce que il y a quelques jours, là, j'étais avec un athlète de Porto Rico. Mhm. Donc oui, j'ai cette chance-là, pardon. D'accord. Alors, Manu, du coup, c'est mon coach de posing, mais c'est aussi une personne dévouée au posing de manière générale, c'est son métier, il est coach de posing, il est aussi instructeur dans le sens où tu as écrit un livre sur l'art du posing, tu y connais quand même pas mal un rayon en termes de compétition, mais aussi d'histoire, tout simplement, autour de la musculation, du body. Ça, c'est vraiment ta passion première? En fait, je pense que c'était ma passion première, mais je ne le savais pas au plus jeune âge. Parce que tu sais, quand tu es petit, tu grandis, tu vois des choses à la télévision, tu es influencé par tes parents, tu aimes Hmm. des choses, mais tu sais pas forcément, tu mets pas un nom dessus, tu sais. Et D'accord. moi, j'ai eu la chance, j'ai une particularité, c'est que mon père, quand il était jeune, qu'il avait quoi, 16 17 ans, il était peut-être un petit peu plus âgé à l'époque, mais en tout cas, Francis Benfato, je ne sais pas si tu connais Francis Benfato. Non, Donc je t'avoue. c'est un des plus grands champions français qui est reconnu au niveau international en culturisme et qui D'accord. a fait Monsieur Olympia, qui était donc professionnel, une des plus belles lignes de tous les temps, et qui a fait Mhm. sixième à Monsieur Olympia, si je te dis pas de bêtises, en 92 à Helsinki. Et ce Ah, garçon, cet homme, Francis Benfato, je viens de voir les photos, c'est bon, je connais. Ouais. Ok. ouais, 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 Je savais pas c'est le nom. obligé que tu connais ces défauts. On met une petite photo à l'image. Ok. Ouais, ouais. Et du coup, mon père a eu la chance, je sais pas si c'est l'inverse, lui aussi a eu la chance de rencontrer mon père, c'est que quand ils étaient Ah, jeunes, en fait, ils s'entraînaient ensemble à l'âge de 17 18 ans, donc ici dans le sud de la France, parce que ouais. Francis est de Casablanca, et après il est venu ici, et du coup, Francis, à l'époque, c'était un grand, grand espoir français, et il est devenu après ce qu'il est devenu, quoi. Ouais. Et donc, mon père, il a baigné dans ça, il s'entraînait avec Francis, il avait cette culture aussi, voilà, du travail dur, des belles lignes, du culturisme façon artistique. Et du coup, il posait devant nous, il nous faisait, je me rappelle, les doubles dorsaux, les doubles biceps. Et quand tu as 7 8 ans, tu vois ça devant tes yeux. Devant la télé, à Bien la télé, sûr. tu vois Bruce Lee, tu vois Arnold, tu vois Schwarzenegger, tu vois Stallone. Donc, je ne mettais pas un nom dessus, mais déjà, j'étais passionné, fasciné par les physiques. Et moi, si tu veux, on en a parlé il y a quelques jours, j'ai eu un problème de santé
Mm. assez important qui m'a éloigné de la pratique sportive pendant très très longtemps. Du coup, j'étais un petit enfant grassouillet. Et je me suis toujours dit, parce qu'à l'époque, c'était un peu comme ça, je ne sais pas si c'est toujours pareil, on disait, ouais, si tu veux attaquer la musculation, attends d'avoir 17-18 ans et après tu vas en salle. Ça reste, hein. Ouais. Ça reste dans la culture, hein. Mm. Du coup, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai commencé à 16 ans, poids du corps, répétition sans rep dans ma chambre. Et après, j'ai attaqué, One 17-18 punch. ans. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et après, j'ai attaqué et du coup, j'ai baigné dans ce bassin, si on peut dire, artistique bodybuilding depuis tout petit, que ce soit bodybuilding compétition, mais aussi bodybuilding lifestyle, Mm. de par mon père qui était aussi un athlète. Donc oui, je pense que j'ai eu cette passion depuis très très petit, peut-être 6 7 8 ans. Ok, ah oui, donc c'est vraiment de longue date, en l'occurrence. Alors, là, ça fait des années d'expérience, et t'as dû en voir pas mal, du coup. Ne serait-ce que par les différentes générations qui sont passées par là, parce que ça a beaucoup changé. Et justement, sur l'épisode du jour, ce que j'introduisais avant que tu arrives, c'est qu'ici, sur le podcast, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent justement à l'optimisation des entraînements, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui connaissaient pas grand-chose en termes de compétition et qui savaient pas ce qu'il y avait derrière, qui connaissaient pas forcément l'histoire ou même tout simplement en quoi ça consiste, etc. Et donc, du coup, d'où l'épisode du jour, justement, pour faire une présentation, pour savoir expliquer aux personnes ce qu'il y a derrière tout ça et en quoi ça consiste. On va terminer cette présentation de Manu avec un petit jeu qu'on a sur le podcast. Je ne sais pas si tu le connais, ce jeu que j'ai sur le podcast, c'est le Fast 10 Leg Curl. Alors, c'est un petit jeu, en fait, quand j'ai un nouvel invité, où tu as 10 questions ou avec deux choix, et tu vas devoir choisir l'un des deux choix. C'est des questions qui s'enchaînent rapidement. Génial, génial. T'es prêt? Plaisir. Allez, c'est parti. Jingle Marie, on y va. Est-ce que tu choisirais plutôt le leg curl ou les RDL? RDL. Pâte ou pizza? Ah, ça. Cheat meal ou diète flexible? De plus en plus diète flexible. Arnold ou Coleman? Vraiment, Old school ou moderne? je suis passé par mes phases avec l'âge aussi, mais maintenant définitivement old school. Posing ou training? Posing ou training, ça c'est le choix cornélien. Mais moi j'aime bien exagérer sur le posing et en faire des caisses sur ça justement pour influencer les jeunes sur ce point-là qui est en déficit. Donc je vais dire et je vais signer, persister, à la pause, posing. Ah, bien sûr. Triceps de côté ou biceps cage? C'est deux poses. Hmm. Ah, j'adore le biceps curl, side chest. Ok. Upper ou lower? Haut du corps ou bas du corps? Dans quel sens ta question? À l'entraînement. À l'entraînement. Alors, je veux dire quelque chose. On n'est jamais autant satisfait que d'une pump de upper. Mais pour toi, je pense que tu dirais on n'est jamais autant satisfait que d'un pump de lower. Ah, c'est pas pour moi qu'il faut répondre. Donc, pour moi, je dirais upper. Ouais, j'adore le upper, comme beaucoup de pratiquants. Ouais. Huile d'olive ou poisson? Ça dépend le poisson, mais j'adore l'huile d'olive parce que je suis méditerranéen. Ouais. C'est pour ça que je te fais cette question. Ouais. C'est Du pour coup- ça d'ailleurs que je mets souvent la feuille d'olivier. parce que ça me Exactement. rappelle Du coup, l'huile d'olive alors, pour la signature. l'olive. Bien sûr. Effectivement, je rajouterais même thym et romarin. Plutôt écriture et parole, comme le podcast ou la newsletter, ou Instagram? Hmm, Dernièrement, je dirais plutôt Instagram parce que c'est là où j'ai lancé ma page Instagram à Blapose en 2017 avec le premier compte que j'ai perdu. Ouais, c'est vrai, t'as perdu un compte. Ouais, ouais. Et c'est un formidable véhicule, quelles qu'en soient les critiques, pour aujourd'hui transmettre un message et notamment pour moi le message artistique et l'importance de la présentation et du sens vraiment, oui, artistique de la discipline. Donc je dirais Instagram, j'aime beaucoup Instagram même si je lis beaucoup, que je dessine et que j'aime bien aussi, j'aime cet outil et la parole aussi c'est extraordinaire. Ouais. Ok, ça marche. Mais écoute, je pense que c'était le Fast and Laker le moins fast que j'ai fait. C'est le slow and lecture pour nous. C'est ça, on va ralentir la musique sur, sur la présentation. Dis-moi, parmi les choix que tu as effectués, tu expliquais que tu étais de plus en plus sur la diète flexible. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire que moi j'ai un pote, tu dois le connaître, Antoine Fonbonne, Ouais.
qui m'a beaucoup influencé sur ça et aussi un ami qui en fait m'a prouvé qu'avec la diète flexible, tu pouvais descendre vraiment à des taux de graisse pour un naturel, j'entends, Mhm. vraiment très intéressant, appealing to the eye, comme j'aime le dire. Parfois, si Mhm. je parle un peu à la Jean-Claude Van Damme, je le fais pas exprès, c'est parce que je suis tellement en train de parler tout le temps en anglais. Ouais. Et j'espère que ton audience parfois comprend. En fait, moi, au début, quand j'ai commencé, moi, je suis quelqu'un de perfectionniste, donc je suivais ce que je lisais, en fait. Et, quand et sur ce que j'achetais, bon, les classiques, hein, les Muscle and Fitness, les Flex Magazine, les Ok. articles sur Muscular Development, tout ça, c'était à chaque fois, on te disait, ferme-la, fais le job et mange ton poisson et ton brocoli, quoi. Donc, j'ai fait ça pendant des années. Mais il y a quelques années de ça, je dirais entre 5 7 ans, ouais. Il y a un ami qui m'a prouvé le contraire, et je le voyais tout Mhm. régulièrement, il se faisait ces petits excès, entre guillemets, même si c'était calculé à droite, à gauche, et il descendait, il descendait, il descendait son body fat, et il avait une belle énergie, il n'était pas frustré, et il me disait, regarde Manu, c'est possible. Et Mhm. du coup, je suis sorti petit à petit de cette école, et alors si c'est bien sélectionné et que c'est bien calculé comme toi tu sais le faire, Mhm. alors moi je suis plus dans une approche j'aime beaucoup l'approche artistique aussi dans le training nutrition, c'est-à-dire à l'instinct. À l'époque, voilà, Grèce antique, les physiques qui me fascinent beaucoup dernièrement, c'est des gens voilà, qui n'avaient pas de balance, qui n'avaient pas de, ils jouaient Mhm. beaucoup au reflet et ils ajustaient le marteau et le burin, Mhm. notamment au niveau entraînement et au niveau alimentation par rapport à ce qu'ils voyaient. Donc ça, j'ai toujours beaucoup aimé. Je fais toujours cette approche instinctive. Mais au final, je me suis pris au jeu de la flexibilité depuis plusieurs années. Et même si aujourd'hui j'ai tourné une page physiquement où je me consacre beaucoup plus à mes athlètes, à ma carrière de coach, il y a eu dernièrement, j'ai expérimenté cette flexibilité. C'est tout à fait possible et des individus aussi comme toi me le prouvent encore une fois. Antoine aussi qui a un super physique quand il est sec. Jordan aussi, mon ami Jordan Belougne. D'ailleurs, si vous le suivez pas sur les réseaux, il faut le suivre même s'il est moins actif dernièrement, c'est un physique incroyable. Un peu moins de flexibilité, mais tout aussi intéressant, Airsoviac, Axel Mhm. Airsoviac sur les réseaux. Mhm. Et c'est des gens aussi voilà, qui prônent la flexibilité et l'intégration voilà, de micronutriments très intéressants pour la diète. Et moi, de plus en plus les années passent, de plus en plus je suis de cette école et je trouve ça dommage de se priver de tous ces Ouais. micronutriments qui, notamment, je regardais un réel là, que tu viens de faire, Ouais. non seulement au niveau musculaire, mais aussi au niveau santé, au niveau de la peau, au niveau de la qualité de la Ah oui, peau, tout les ça et oméga tout. 3. Mhm. Exactement, exactement. Des bons poissons, des bonnes huiles, des bons les jaunes d'œufs, tout ça et tout. Quand on a une variété et qu'on sait s'y prendre en termes de kilos, enfin de macronutriments, tout ça, de calories, Mhm. je pense qu'on peut tout à fait prétendre à un physique exceptionnel. Mais, je vois, et à chaque fois j'ai cette confirmation. Alors, est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est autre chose? Dans toutes les interviews que je vois de high level, Mhm. et je pense que tu tends à confirmer un petit peu ça, peut-être je me trompe, plus on Dis-moi. atteint un niveau haut de définition, plus c'est difficile d'avoir cette extrême flexibilité. Et plus aussi, quand je vois toutes ces interviews des grands champions, la crème de la crème, plus je Mhm. vois aussi qu'il y a de la flexibilité, mais de moins en moins, j'ai l'impression. Bien Qu'est-ce que sûr. tu en penses, toi, de ça? Bien sûr, c'est exactement ce qui s'applique à ma compétition, ma prépa. C'est qu'au fur et à mesure déjà que tu as de moins en moins de calories et moins de liberté, il faut se rendre compte que lorsqu'on a un physique musclé, on a des besoins en protéines qui sont de plus en plus importants. Et lorsque les calories diminuent, le nombre de protéines, par contre, reste quand même conséquent. On se retrouve à devoir manger un grand pourcentage de ces macros via les protéines, mais on doit toujours assumer ses vitamines pour pas tomber malade et pas niquer sa préparation, parce que si on tombe malade, c'est un échec pendant un certain temps, c'est des performances qui sont réduites. Il y a des enjeux santé à côté, parce qu'il y a toujours une production hormonale à apporter, assez de testostérone, etc. Donc voilà, il y a des enjeux santé, etc. Donc on ne doit pas se retrouver à mettre trop de flexibilité pour que derrière le côté santé ne suive plus le rythme. Et c'est le risque de la diète IFIM, qui aujourd'hui commence à disparaître,
c'était le précurseur de la flexibilité. C'est if it fits your macros. Donc, est-ce que ça rentre dans vos macros? Et dans ce cas-là, on peut mettre un petit peu tout ce qui passe par la main pour que ça rentre dans les macros. Mais derrière, le problème, c'est que ça respectait pas forcément les enjeux de santé. Avoir assez d'oméga 3, assez de vitamines, etc. Et forcément, lorsqu'on est en préparation et que le total diminue, eh ben, la place qu'on pouvait mettre dans une Ben Jerry's, elle commence à ne plus être présente. Donc effectivement, c'est soit je mange ma Ben Jerry's et je perds 1000 calories sur mes, je sais pas, 2000 ou à 3000. Voilà, moi je tourne quasiment à 3000 maintenant, mais c'est clair que si aujourd'hui je me plombe comme ça avec 1000 calories de moins, ça veut dire que tout le reste, c'est des légumes et des protes, et j'ai plus de place pour des féculents. Donc déjà là, je dis au revoir à ma digestion. Donc, je perds une grande partie de mon confort digestif, mais aussi tout simplement beaucoup plus de rétention d'eau. Donc, un physique qui est plus voilé, des difficultés à analyser mon évolution. Donc, c'est vrai que plus tu rentres dans le dur, plus ça devient difficile à implémenter. Et c'est clair que quelqu'un qui se retrouve très bas en termes de calories, qui doit descendre bas, n'aura plus la place de mettre ça dans ses journées, en fait. C'est surtout une question de place. Et à un moment donné... il faut se rendre compte qu'on a des enjeux santé et ça reste une préparation et que la priorité, c'est ça, c'est de gérer sa prépa. Parce que le plaisir, c'est important, on est d'accord. Mais si tu veux absolument garder ce plaisir, alors ne rentre pas en compétition si tu veux absolument te faire kiffer et manger cette Ben Jerry's tous les jours, ne va pas en compétition parce que c'est pas impossible. Mais aujourd'hui, ce type d'aliment qui comporte des milliers de calories, c'est difficile. Alors après, par contre, c'est possible, et c'est ce que je montre tous les jours, d'implémenter d'autres plaisirs, comme des glaces allégées, je sais pas moi, des galettes de riz, j'aime bien les galettes de riz, tu vois, par exemple, des choses comme ça qui restent quand même assez transformées, mais qui n'ont pas un total calorique conséquent derrière. Mais il faut toujours que ce soit une question de balance où le reste doit être plus important et toujours en place, parce que si derrière, niveau hormonal, ça passe pas, ben derrière, c'est la chute des performances. Si niveau santé, tu tombes malade, ben, je sais pas, tu as une gastro, voilà, tu fais plus attention à tes vitamines C, etc., ben, tu vas te retrouver à perdre pas mal de muscles, être moins en bonne forme. Il y a tous ces enjeux-là, en fait. Super bien expliqué. Bah, écoute, merci. C'était pas le sujet du jour, mais c'est vrai que c'est important de le dire. Parce que récemment, c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions. On m'a dit, ouais, est-ce que tu crois vraiment que tu peux rester aussi flexible tout le temps? Bah, honnêtement, j'ai bien géré ma prépa, donc oui, j'arrive toujours à garder des plaisirs. Mais je pense que si, admettons, j'étais allé chercher encore beaucoup plus bas niveau body fat, j'étais descendu vraiment au standard le plus bas possible, et que ça avait duré plus longtemps, peut-être que j'aurais tourné avec 2200, 2400, ce qui reste très confortable, hein. Je connais beaucoup de compétiteurs qui tombent en dessous de ça, hein. Oui, il faut Euh, que les jeunes qui nous regardent aient conscience que la compétition, c'est quelque chose d'extrême, entre guillemets, Bien et sûr. que ça sous-entend un ajustement dans sa nutrition, même si on a une flexibilité et qu'on est partisan de la flexibilité. Donc, tu l'as très bien fait, jusqu'où tu peux le faire, et après, bah, tu grappilles Voilà. par-ci, par-là. Il faut que ça soit fait intelligemment, Et ici, ce que j'entends par flexibilité, ce dont je parle depuis tout à l'heure, c'est notamment les aliments transformés. Alors que tu peux te retrouver avec des choses qui sont considérées comme du flexible, mais qui sont sains et qui restent bons pour la santé, comme je pense au fromage, que beaucoup de gens ont écarté. Alors que le fromage, c'est des bons micronutritionnels avec plein de bactéries qui ont été développées dedans, qui vont permettre de travailler le microbiote, mais aussi à côté une qualité d'acide aminé qui est extrêmement élevée. Et donc toutes ces choses-là restent OK et passables à passer dans une diète. Alors évidemment, vous n'allez pas manger 100 grammes de fromage par jour, mais en petite quantité, ça reste OK et quand même suffisamment intéressant pour d'autres considérations. Mais évidemment, bah voilà, ce qui va être plus dans l'enjeu, c'est les aliments très transformés qui comportent beaucoup de calories pour pas de satiété en fait. Ouais, j'avais fait ça pendant ma compétition. Bon, c'est pas le sujet, mais je mangeais un petit morceau de fromage quasiment une fois par jour. Et Hmm. du coup, bon, je sais pas si c'est de la bro science. Ben, là, j'ai le coach en face nutrition qui va me répondre. Il me Vas-y. disait que c'était bon aussi pour tout ce qui est hormonal, testostérone. Ouais, ouais, ouais. C'est bon, Hmm. notamment pour les entraînements durs, voilà, pour essayer de, je ne sais même pas le mot en français, replenish la partie hormonale. Ouais, c'est l'anabolisme qui va être en jeu derrière. C'est vraiment un très bon aliment pour l'anabolisme et ça, je le mets toujours sur mes phases de deuxième journée, donc après mes entraînements.
Je l'ai mis en plus en story aujourd'hui, mon fromage, mais ça fait un moment que je l'avais pas fait, mais genre il y a 2 ans, j'en parlais régulièrement de ça. Mais c'est vrai que je me fais souvent des œufs au plat sur un de mes 2 repas qui sont en fin de journée avec du fromage à côté. Et c'est des sources extrêmement complètes d'acides aminés qui vont me permettre d'apporter un très bon anabolisme. Et c'est une des choses qui peut s'améliorer dans les diètes générales, c'est que les gens parfois vont manger, tu sais, un petit peu des aliments à la mode. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais genre des Ouais, le rice aliments. cake, hein. Rice cake, ça a été quelque Yeah. chose à la mode hein, pendant un moment. Ouais, ouais. Mais là, je parle plus d'aliments protéinés, tu vois. Des aliments protéinés qui n'ont pas forcément un composé d'acides aminés qui soit extrêmement de très bonne qualité ou pas aussi de bonne qualité. Par exemple, de faire que du poulet toute sa journée, c'est quelque chose qui est old school, mais en vrai, ça n'apporte pas une très bonne variété au niveau de l'alimentation. Et ça, c'est plus une erreur à mon sens, tu vois. Bah, après, Arnold aussi, il a dit récemment dans ses Arnold Blueprints, il disait, nous, on n'était pas aussi avancé au niveau scientifique, au niveau recherche et tout, donc du coup, c'était des cobayes, quoi, ils Bien sûr, expérimentaient, ah bah ça c'est clair. et voilà, tu avais un mec qui faisait que de la viande rouge, l'autre que de la viande blanche, et ça donnait des physiques assez uniques. C'est pour ça aussi, hein, j'aime bien l'old Hmm. school, parce qu'il y avait beaucoup cette expression personnelle, tu sais, ce freestyle qu'on a moins maintenant, il faut suivre des règles, des choses, et les carcans, j'aime un peu moins, même si je suis aussi obligé, hein, par rapport à mon boulot de suivre voilà, les directives de chacune des fédérations. C'est très important. Ouais. Bah justement, parlons-en sur la présentation du culturisme et du bodybuilding. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu à tout le monde qu'est-ce qu'on entend par là? C'est quoi ce culturisme? Voilà, petite pause en musique pour vous annoncer le lancement du podcast Premium. Vous avez maintenant un accès privilégié pour le podcast qui est accessible à partir du 20 septembre et en promotion jusqu'à cette date. Après, ça sera le prix normal. Alors, c'est quoi le podcast Premium? C'est tous les mois un épisode exclusif qui est détaillé, où je vais répondre avec vous sur un sujet, vous donner des conseils et surtout vous donner des supports à télécharger de votre côté. Ici pour ce mois-ci, c'est un épisode spécial sur l'explication de ma programmation à moi, mon perso, et un programme à télécharger, à modifier avec vos objectifs et je vous explique comment le faire. Tout ça, c'est dispo dans l'épisode du mois, où on a même une discussion de groupe où vous pouvez choisir l'épisode du mois suivant, ou tout simplement poser des questions et discuter entre nous. On se retrouve tout de suite, le lien est en description. Alors, moi, j'aime bien dire la culture physique, le culturisme, plus que le bodybuilding, parce que pour moi, bodybuilding, c'est le terme américanisé C'est ça? et everything is bigger in America. Donc, c'est pas forcément, tu vois, le fait d'avoir fait la chose bigger than the world, ça a été pour le meilleur et pour le pire. Mais à la base de la base, si on devrait prendre la définition de base, pour moi, le culturisme, la culture physique, c'est construire un physique sculptural dicté par un idéal qui est souvent relié aux critères de la Grèce antique, les idéaux de la Grèce antique, et le présentant donc à une audience, que ce soit de compétition ou pas. D'accord, donc pas forcément de compétition. Pas forcément de compétition, parce que pour citer un exemple extraordinaire que moi j'aime beaucoup, je sais qu'il est beaucoup décrié sur les réseaux, notamment aux États-Unis, Artemus Dolgin, qui pour Oui. moi a un physique absolument incroyable et qui est l'incarnation même de ce qui est le old school de nos jours. Euh, Lui, il a concouru qu'en men's physique dans les années 2008-2010, et Ah depuis, ouais. il n'a pas concouru, ni même en classique, mais quand Ah tu ouais. vois son physique, tu peux pas dénier que le mec a un physique absolument sculptural et qui suit des principes d'idéaux de la Grèce antique et qu'il est 1000% bodybuilding, même s'il est plus athlétique actuellement. Mais voilà, tu peux être aussi bodybuilder à la Vince Gironda, où tu ne vas pas forcément concourir, mais tu vas être une sculpture. Tu peux être bodybuilder plus âgé à la Frank Zane, quand il a pris sa retraite et qu'il était encore sculptural à 70 passés d'années. Et tu peux être bodybuilder, culturiste de compétition, avec un objectif précis où tu dois fitter dans certaines catégories et certaines expectations, certaines attentes. Donc Mhm. pour moi, le culturiste, j'aime pas l'enfermer dans la compétition. Et c'est Mhm. pour ça aussi que j'aime beaucoup et que j'ouvre les portes aux amateurs qui ne font pas forcément sur scène et qui ont envie voilà, de pratiquer aussi cette activité posing pour magnifier ce qu'ils voient dans le miroir, savoir se présenter à eux-mêmes, prendre confiance avec leur physique. C'est aussi une formidable thérapie mentale. Hein. C'est un petit peu comme une sorte de yoga. Hein. J'aime beaucoup décrire comme un petit peu le power posing. On Mhm. va entraîner le posing de façon
plus en endurance. C'est un petit peu tai chi, tu vois. Donc, tu peux faire ton bodybuilding, présentation, posing un petit peu en mode lifestyle, style de vie, pour ton plaisir, et ne jamais monter sur scène. Et pour moi, j'applaudis. Et je te considérais autant culturiste que celui qui monte sur scène et qui fait tout de A à Z pour aller décrocher les titres de telle ou telle Mhm. catégorie, tu vois. Mhm. Donc, pour moi, j'aime pas enfermer les gens et j'aime pas dénigrer les amateurs qui font ça sans concourir. Ouais. Pour moi, c'est un monde, c'est une discipline qui est fantastique. Et Mhm. tant qu'elle est reliée, qu'elle est linkée à la partie artistique, pour moi, ça me va. Parce que Donc dès c'est que tu ça. enlèves Donc ça se joue, l'artistique, ouais. Sur ce côté vraiment artistique qui va être le courant général, c'est l'art de poser, en fait, du coup. pour moi, oui. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre L'art du posing. Exactement. Parce que non seulement c'est la façon de se présenter sur scène, c'est un art. C'est un art, c'est-à-dire que la façon dont vous allez prendre la lumière avec votre corps, en jouant parfois, tu l'as vu, hein, dans nos cours Mhm. au millimètre, hein, au centimètre près, où tu vas plus ou moins bien prendre la lumière par rapport à ton physique actuel, ça, c'est un art. Et si on n'a pas forcément l'œil pour le voir soi-même, parce qu'on n'a pas forcément besoin de coach de posing, hein. Je connais des athlètes avec des posings absolument incroyables qui n'ont jamais pris un cours de posing, mais parce qu'ils ont un œil très développé. Et ça me plaît, parce qu'il y avait un ami athlète à moi qui s'appelle Valentin Bagirov, physique incroyable, à regarder aussi sur Instagram, qui disait, tu sais, à la fin, it's all about good taste. À la fin, le plus important en bodybuilding pour aller dans la bonne direction, c'est le bon goût. Si tu as le bon goût pour toi-même, ou que tu sélectionnes quelqu'un qui a le bon goût, qui a cet œil, qui regarde ton physique et qui dit, OK, on va le présenter comme ça, comme ça, comme ça, on rentre dans une façon artistique d'exprimer la discipline. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc pour moi, la présentation, c'est le yin et le yang, c'est le penchant du physique. On n'est pas en powerlifting, on ne va pas monter sur scène et demander à soulever 600 kilos. Exactement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est important de le dire. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui me posent des questions là-dessus en plus, hein, qui me disent ouais, mais du coup tu pousses pas de charge et quoi. Alors non, en fait, non, non, c'est vraiment l'art de présenter son physique. La compétition, du coup, on est plus sur une partie du coup du culturisme, comme tu viens de l'exposer, mais il n'y a pas de question, de notion de combien tu pousses On est dans cette sur pratique. l'esthétisme, sur les, on recherche, alors idéalement, hein, des tailles fines, un dos évasé, euh, des beaux vastes externes pour créer cette Mhm. silhouette. Chez À les hommes. l'époque, ouais, je parle sur la catégorie masculine, hein, même si ça ressemble aussi, hein, beaucoup sur certaines hein, Certaines catégories catégories féminines, ouais. féminines, même si après, il y a le bikini qui a bousculé un peu les règles et qui a inclus ce côté modeling, hein, tout comme le men's physique l'a fait Oui. aussi dans les années 2010 en IFBB. Mais oui, on recherche des critères qui se rapprochent des idéaux de la Grèce antique, c'est-à-dire des tailles fines, des dos en V, des épaules bien galbées. En fait, si tu veux, il y avait une image, c'était Larry Scott qui disait ça à Frank Zane, qui disait si tu veux travailler ce qu'on appelle la symétrie en bodybuilding, travaille les muscles périphériques en Mhm. priorité. Mhm. C'est-à-dire celui où je te mets l'ombre de Julien, que je découpe la silhouette Tous les au muscles de ciseau. largeur. Mhm. Déjà, rien que l'ombre, déjà, elle est fantastique. Si déjà tu as une ombre qui est fantastique, en respectant ces critères, avec tes mollets, avant-bras, taille fine, dos en V, épaules, euh, vaste externe, tout ça, déjà, on peut dire déjà que tu fais bonne route, je ne sais pas si on dit ça en français, tu es dans le bon chemin. Tu es dans Mhm. le bon chemin pour acquérir ce qu'on appelle pour moi l'excellence en bodybuilding. Parce que tu sois dans les gros gabarits, dans les gabarits moyens ou les petits gabarits, on est toujours dans ces idéaux-là, hein. Ouais, c'est vrai. Et du coup, effectivement, comme tu étais en train de le présenter, on a différentes catégories d'existence. Alors là, du coup, on s'oriente plus vers le côté compétition, pour vous expliquer un petit peu. Et donc, du coup, on a des différenciations qui existent sur les catégories. Donc, il y a des catégories historiques et des plus récentes. Est-ce que tu peux un petit peu résumer cette différence et les choix? Alors, si tu veux, au départ, si on remonte loin, hein, il y a eu, en fait, moi j'aime bien remonter à la Grèce antique. Il y a eu Grèce antique, il y a eu la pratique Grèce antique. Et puis après, il y a les années 2000. Et après, il y a Ronnie Coleman.
Donc, il y a eu la Grèce antique, on va dire, et après, il a commencé à se passer quelque chose fin des années 1800 avec des gens comme Eugène Sandow. Ah, on Mm. connaît le nom. Eugène Sandow, qui a commencé à gagner sa vie avec son physique. Et voilà, il y avait l'homme musclé, la femme à barbe, tu vois, ça faisait partie du cirque. C'était les attractions, Ouais. tu vois, de l'époque, hein. Et après, il y a un gars qui était super malin, qui s'appelle Joe Weider. Il a dit, vas-y, si on faisait une compétition, une ligue, une fédération par rapport à tout ça, qu'on commercialisait et qu'on en faisait voilà, quelque chose de fantastique, quoi. Et en reprenant un critère de la Grèce antique, d'où Monsieur Olympia. Il Bien a sûr. créé ça par rapport à ça, ses idéaux. Et il a créé tout ça, et l'IFBB a grandi. Après, bon, je fais dans les grandes lignes, hein. Et si tu veux, en fait, au début, il n'y avait que bodybuilding. Bodybuilding et certaines catégories de poids, c'est-à-dire heavyweight et les poids bas, en fait, hein. Mm. Tu le retrouves notamment dans les anciens Monsieur Olympia. Il y avait ces deux catégories de poids. C'est un peu comme aujourd'hui, tu verrais le 212 et le Open Bodybuilding. Mm. Donc en fait, bodybuilding, jusque dans les années. Alors, on a suivi des évolutions physiques, hein. Au début, ça a été bodybuilding des années 50, 60, 70, avec des critères plus basés sur l'artistique, sur le charisme, les lignes athlétiques, longilignes, plus que l'agressivité. C'était cornerstone, la pierre angulaire, c'était là, hein. On était vraiment avec une note 50-50, présentation et physique. Et pour ça, quand on voit des champions de l'époque qui ont enchaîné les titres, des mecs comme Liané, des mecs comme Larry Scott, des mecs comme Arnold, tous avaient aussi leur posing fantastique, alors avec leur style, mais Ouais. tous avaient en plus, puisque ça faisait partie de la note intégrante, 50%, la présentation qui était on point, qui était, je ne sais pas comment dire en français, qui était Mm. nickel. Voilà. Ouais. Et après, si tu veux, à partir des années 90, le bodybuilding, il a commencé à devenir plus agressif parce qu'il y a eu plus d'argent qui rentre en jeu. On Ouais. voulait en faire plus un freak show, un spectacle de monstres. Il y a eu d'autres produits aussi qui sont rentrés en jeu. Et Mm. tout ça jusqu'aux années à peu près 2015, 2010 à peu près. Et il y a eu un déclencheur. Il y a eu deux déclencheurs pour moi à mes yeux. Ça a été Artemus Dolgin, qui pour moi est un révolutionnaire, Mm. qui a réimplémenté cette façon old school de refaire les choses dans les années 2010, Mm. où tu le voyais sur Instagram. Au début d'Instagram, il était en train de prendre des photos avec ce filtre vintage. Tu sais, Ouais. il s'habillait comme personne. Il postait des photos en noir et blanc, chose qu'on n'avait plus fait depuis longtemps, tu vois. Ouais. Et aussi un YouTuber, je ne sais pas si tu connais, italo-canadien qui s'appelait Louis Marco à l'époque. Je connais de nom, ouais, j'ai déjà dû voir une ou deux vidéos. Mm. Ouais, et Louis Marco, ce qu'il faisait, c'est que lui, bon, il était très buzz, hein, et lui, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il pointait du doigt tous les gars, tous les bodybuilders de l'Open, de la grosse catégorie avec les gros ventres, tu sais, parce Mm. que, parce que supplément Ventre X distendu, tout ça. Ouais. et alimentation, suralimentation, ceci, cela. Et ça a tellement fait de buzz, et l'Internet, YouTube, ça a tellement explosé que c'est allé jusque dans les oreilles de. Des juges, des compétiteurs. Ouais. Exactement. Et les jeunes aussi commençaient à se défaire de plus en plus de cette image de monstre avec des ventres énormes, en fait. Mm. Et si tu veux, comme par hasard, à l'époque Louis Marco, Artemus Dolgin, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une catégorie qui est apparue en 2015-2016 qui s'appelle le classique physique. Alors là, les gens se disent, mais attends, tu fais la catégorie classique, tu fais la catégorie bodybuilding, mais je ne comprends pas, les deux, c'est du bodybuilding. Alors les deux, c'est du bodybuilding, mais en fait, maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dissocié, je parle de l'IFBB, hein, ils ont dissocié, alors l'open, c'est pour ceux qui veulent faire les choses dans l'extrême, alors grosse vascularité, gros volume, niveau de sèche extrême, c'est le mass monster, hein, c'est le plus gros, le plus sec, en gros, qui gagne, hein. Ouais. Et la partie présentation n'est quasiment pas jugée. Et ensuite, même si elle est quand même prise en compte, et ensuite, à côté, on a le classique physique qui sort de toute cette mouvance que je viens de te dire pour réhabiliter ce que les jeunes aiment, Mm. c'est-à-dire les belles lignes, Ouais. les tailles fines, les vacuums, les charismes, les posings d'excellence, Mm. voilà, tout ce qui faisait qu'à l'époque, dans les années 70, on était dans le Golden Age, l'âge Mm. d'or, et qui faisait kiffer tout le monde. Et donc tout ça, en fait, ils ont voulu le réimplémenter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette catégorie classique physique qui est arrivée depuis 2016, où le premier champion, c'était Danny Esther, Mm. et qui a fait que de monter depuis, parce que maintenant, Ouais. le main event, C'est classique. c'est classique. Tous les jeunes, quand tu parles avec les jeunes, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent Rami ou ils te disent Chris Bumstead? Ouais. Ouais, non, clairement, Bumstead, hein. 7 fois sur 10, ils te parlent de Chris Bumstead, ils te parlent Bien de sûr. Terence Ruffin, ils te parlent de ceci, de cela, de Logan Franklin, que j'adore. Donc,
Il y a cette catégorie qui est en train de reprendre de plus en plus d'ampleur et moi, ça me plaît. Alors, tout n'est pas parfait parce que moi, je suis vraiment un vieux de la vieille et j'aime bien le classique classique. Mais c'est mieux que rien, c'est déjà très très bien qu'il y ait ce pas vers l'esthétisme qui est fait. Donc on va dire bodybuilding open pour les gros et pour ceux qui veulent faire les choses de manière plus agressive. Mm. Alors il y a aussi certaines catégories de poids, on est plus sur un bodybuilding plus froid, hein, plus, euh, plus structuré dans son agressivité. Et après, on a le bodybuilding un peu plus ouvert artistiquement, le bodybuilding artistique au niveau des lignes, le bodybuilding plus appealing to the eye, plaisant à l'œil, qui va être le classique physique. Et après aussi un peu avant, qui a été construit un petit peu avant, parce qu'on n'était pas encore dans l'extrême, je me dit on va construire le classique, on a eu la catégorie men's physique dans les années, je crois, 2010, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Peut-être un peu avant, ouais. Ouais, quelque chose comme ça. C'était l'époque Cutler, son ami là, Anthony, je sais plus comment il s'appelait, Mark Anthony, c'était le premier Monsieur Olympia et Men's Physique. Et là, en fait, vu qu'on voulait, il y avait des gens sur Instagram qui étaient fantastiques, mais ils n'avaient pas ce physique complet, ils n'étaient pas assez gros. Du coup, ils ont créé cette catégorie pour un petit peu, c'est un petit peu, si tu veux, Men's Physique, c'est le mec qui est beau gosse. Il y a un Ouais. petit peu il y a un petit peu de modeling aussi. C'est plus une catégorie auquel les gens pouvaient s'y référencier, en fait. Ouais, ouais, ouais. De En l'œil fait, tout si tu public. veux, ouais, ouais, ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai connu la musculation et que je m'y suis intéressé, hein. C'est l'époque Steve Cook, moi. Et du coup, j'ai vu ces physiques-là sur les magazines. Je fais, ah, trop bien, short de plage, tout ça. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est bien, là. C'est pas énorme, c'est bien. C'est ça. En fait, ils ont fait ça ben, pour ce que tu viens de dire. C'était le beach model musclé plus plus, en fait. Mm. Et ça permettait aux beaux gosses de s'exprimer parce qu'ils n'étaient pas assez gros pour aller dans l'open. Et à l'époque, il n'y avait pas le classique physique, l'entre-deux pour pouvoir s'exprimer. Alors depuis, ça c'est intéressant de le dire, il y a beaucoup de gens de l'immense physique qui ont fait cette bascule classique physique, Ouais, ben, c'est vrai. Jérémy Buendia, Sadi Mm. Kazovic et tant d'autres. Logan Franklin aussi, qui est fantastique. Bamstead aussi l'a fait, je crois. Non? Chris Bumstead, je n'ai pas mémoire qu'il a fait le men's Je- physique. ah ouais. Il me semblait qu'il y avait pensé. Il y a eu un truc comme ça. Ouais. Peut-être, hein, peut-être, mais moi, de mon souvenir, Chris Bumstead, je l'ai découvert en 2017 et il postait des vidéos, il était il avait quoi, 22, 23 ans à l'époque, il était fantastique, mais il posait Ouais. en maillot, maillot bodybuilding, quoi. Ouais, ouais. Mais peut-être, hein, certainement. Ouais, il me semblait. Il y avait une petite histoire avec Ryan Terry. Je sais plus ce qui s'était passé. Mais ouais, du coup, il y avait un désagrément là-dessus, parce qu'à l'époque, ils étaient en train d'essayer de faire monter Gymshark déjà. Et puis, je sais plus, il y a eu une petite dispute. Je connais plus l'histoire, mais ouais. Hein. Donc, open bodybuilding, classique physique, men's physique pour les hommes. Catégorie de poids pour l'open bodybuilding, où on va avoir l'open, c'est-à-dire pas de limite de poids, et le 212, plus ou moins, égal ou moins de 212 livres. Je crois que ça correspond à 92 kilos, c'est ça, un truc comme ça, non? Ouais, ça doit être à peu près ça en termes de 90, 92, ouais. Mm. Ouais, c'est ça. Et après, bah, pour les femmes, hein, on a le. Pareil, à la base de la base, il y avait le bodybuilding, et c'est tout pour les femmes, Mm. Mm. qui était plus un bodybuilding classique, d'ailleurs, catégorie qui n'existe plus aujourd'hui. On n'a pas le classique physique pour les femmes. Non, c'est vrai. Chose que je regrette énormément, parce qu'on a des profils extraordinaires au niveau amateur qui seraient appelés à devenir des pros incroyables, notamment, je pense à Sophie Dim, Oui. l'allemande, Ouais, ouais. qui est extraordinaire, des niveaux un peu plus bas aussi, comme Thaïs en Suisse, Quadriceratops sur Instagram, qui est fantastique, qui a un niveau de posing incroyable, qui sont aussi des gens qui sont appelés, si un jour il y avait une catégorie classique à s'exprimer, comme des Gladys Portugais, la femme de Jean-Claude Van Damme, qui était dans cette façon artistique d'exprimer le bodybuilding. Donc en fait, il y a eu ça, et ça en fait, ça a évolué vers un bodybuilding hardcore féminin, open bodybuilding pour les femmes, et ça a été supprimé il y a quelques années parce que c'était trop agressif pour les gens au niveau Ouais, visuel. ouais. Et ils l'ont remplacé par ces catégories où tu as maintenant, tu as bikini, c'est l'équivalent, c'est le penchant men's physique pour les femmes. Ouais, Ça permet aux très jolies filles avec des belles génétiques de s'exprimer. ouais. Tu as aussi, tu as la Wellness. catégorie fitness. Wellness, c'est assez récent. C'est Mm. pour les femmes aussi qui sont très jolies, douées génétiquement, mais qui ont ce bas du corps vraiment qui est prédominant et tu ne pouvais pas t'exprimer avec ça à l'époque en bikini. Donc, ils ont Mm. créé spécialement le wellness pour ça, pour ces lower body à la brésilienne, hein, si on peut dire. Mm. Mm. Après, tu as la catégorie figure, plus c'est une sorte de bodybuilding élancé. Je pense à Nicole Wilkins, des choses comme ça. Et après, tu avais une catégorie qui a été supprimée, je crois qu'il fait son retour cette année.
à Olympia, qui était l'open bodybuilding, mais pour les femmes. D'accord, ok. Et bikini, la catégorie aujourd'hui la plus connue. Pour les femmes, oui, largement Oui. la plus connue, la plus pratiquée par la majorité des... Ouais, désolé, j'étais un peu long, mais voilà un petit peu pour le panel de toutes les catégories. Donc, je répète, Open, classique, 212, men's physique pour les hommes, je crois que j'ai fait le Ouais, tour. ouais. Et après, pour les femmes, bikini, wellness, fitness, figure et open bodybuilding, c'est ça, hein. Yes. Ouais, c'est ça. Ok, ça fait un bon tour et ça fait beaucoup de catégories maintenant, beaucoup de différenciations. Après, c'est aussi le fait que peut-être qu'il y a beaucoup plus de pratiquants euh, par rapport à avant, beaucoup plus de compétiteurs. Et clairement, alors j'ai fait un petit peu le parallèle avec mes compétitions pour expliquer un petit peu, parce qu'il y a des choses qui bougent un petit peu. Mais c'est vrai que la moitié des personnes qui s'inscrivent, c'est pour du bikini ou du men's physique, clairement. Oui, la majorité. La Ouais. majorité. Et c'est là aussi que tu vois sur scène, hein, notamment même à Olympia, sur les listes de compétiteurs, c'est là aussi où il y a le plus de compétiteurs. Mm. Men's physique, bikini et classique. Ouais, ouais. Et bikini, je crois que c'est vraiment de loin la compétition la plus regardée sur l'Olympia. Ouais. Même devant le classique. C'est fou ça. Même mais le côté féminin est devenu le côté le plus suivi. Alors, dis-moi si je dis pas des bêtises, mais je pense aussi c'est que le fait que ça soit une discipline plus ou une compétition en tout cas plus terre à terre par rapport au physique de tous les jours, abordable on va dire socialement, que l'on peut arborer sans forcément être mal regardé ou quoi, alors que sur d'autres catégories, alors bien sûr sans parler du bodybuilding, mais par exemple juste du classique, on est plus sur un physique un petit peu hors norme. Même à mi physique, ça commence à être des physiques assez sympas, on est très carré, etc. Et peut-être qu'il y a aussi ce côté-là, tout simplement le fait que c'est un physique qui est plus abordable pour la vie de tous les jours. C'est un physique qui est plus abordable, c'est aussi les catégories, enfin les poids les plus bas, hein. Donc les physiques les plus abordables. Même si, bien sûr, quand on va sur le high level, après c'est toujours pareil, on fait toujours de la même chose sur n'importe quoi. C'est des filles qui s'entraînent très dur et qui mangent très dur aussi. Mais oui, c'est la catégorie la plus populaire, notamment aussi grâce aux réseaux sociaux, hein. Si on parlait de Ouais, c'est l'explosion de vrai. la discipline des pratiquants, moi je l'ai vu, tu sais, moi je l'ai vu le passage. Je l'ai vu parce que moi, je suis inscrit en salle depuis 2005. Et à Mm. l'époque, tu ne voyais pas de filles à la salle, hein. Je parle en France, hein. Ouais, ouais, Tu ouais, voyais c'est une vrai. fille à la salle une fois tous les 6 mois. Et quand elle venait, elle avait un t-shirt jusqu'au genou. Mm. Elle avait peur. Et, enfin, en tout cas, moi, la salle où j'étais, bon, c'était des ogres. On Mm. était les poids par terre. Enfin, c'était vraiment à l'époque Ronnie Coleman. On était dans un autre monde. C'était très, très masculin, rempli de testostérone. Et on voyait très peu de femmes. Et quand on en voyait, c'était soit des personnes âgées qui venaient pour la remise en forme, l'entretien, Ouais. ou des femmes qui adoraient le sport, mais qui du coup avaient un peu honte, entre guillemets, et qui venaient avec un t-shirt jusqu'au genou. Et Mm. là où j'ai vu le bridge qui est passé, alors que ça se passait bien avant aux États-Unis, hein, toujours précurseur aux États-Unis, c'est à partir, quand je suis parti en Australie en 2015 et que je suis revenu, il y a eu cette explosion Thibaut InShape, cette explosion Instagram, cette explosion YouTube, cette Mm. explosion réseau social, les Américaines qui ne se montraient pas fitness model, qui ont commencé à se montrer sur Instagram. Il y a eu les suggestions qui sont arrivées, les filles européennes ont commencé à voir ça, elles se sont dit, ah putain, c'est pas mal et tout. Elles ont commencé Mm. à s'y prendre au jeu. Les jolies filles, elles ne voulaient pas devenir hardcore. Elles se Mm. sont dit, c'est la catégorie parfaite pour moi. Et il y a eu une explosion men's physique, une explosion bikini. Pour moi, les réseaux sociaux font peut-être partie de la région Ouais. majeure de toute cette explosion depuis à peu près 2015, hein, pour C'est moi, hein. vrai. C'est vrai. Ouais, puis c'est les années photos sur la plage, vraiment, hein. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu le cas, mais à l'époque, c'était vraiment tout le monde faisait sa photo à la plage l'été, hein, à ce moment-là. C'était vraiment l'Instagram, la petite photo profil Facebook à l'époque. C'était ça, ouais. Et ça vient de là. Tu sais que c'est intéressant ce que tu dis, je l'avais jamais pensé comme ça me donne des frissons parce que là on touche à l'histoire. Tu sais, on Ouais. se moque parfois d'Instagram, on dit ouais, les filles, elles veulent se montrer, ceci, cela. Mm. Mais regarde, à l'époque, dans les années 50, moi, une époque qui me fascine, hein. Qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Leur Instagram, c'était les magazines où tu voyais C'est vrai. Steve Reeves et tout, hein. Et les gens voulaient devenir comme Steve Reeves, donc c'était un petit peu leur Instagram à eux, à moindre échelle, Ouais. avec d'autres valeurs peut-être de société et tout. Mais au final, il y a toujours eu voilà, un petit peu ce système d'une tendance, d'une influence
qui va faire le parcours ensuite. Je sais pas si tu as Ouais. pensé ce que je viens de dire. Bah, non, mais puis c'est pas plus mal parce qu'au final, on se retrouve avec du sport et de la santé pour les personnes. Donc, c'est pas mal parce que c'est vrai que alors après, ça peut aller dans l'extrême pour certaines compétitions, mais globalement, on reste dans une pratique qui est saine, des choses que les gens vont chercher qui vont leur faire du bien pour leur renforcement musculaire, tout ça. Et donc, je trouve que c'est vraiment une bonne chose, hein. Ouais. Enfin, Après, il y a, attention, il y a pratique et pratique, hein, tu le sais, on l'a dit en début ouais. de, de podcast. Il y a la pratique pour le mec qui va être fantastique à la salle, ou très beau ou beau. Et je parle aussi pour, quand je dis mec, je parle de l'homme en général Mm, avec un grand H, hein, j'inclus aussi les femmes. Et il y a la pratique pour celui qui veut enhance un peu plus, qui veut faire compétition et plus, mm. où là, on est obligé de passer par des choses, même si on est naturel, hein, où voilà, on est obligé de se mettre un petit peu entre guillemets, hein, un petit peu en danger quand on va faire une compétition parce que c'est des body fats qui ne sont pas naturels C'est sûr. et qui, voilà, qui sous-entendent une hygiène de vie extrême. Pour Clairement. atteindre un physique extrême, il faut une hygiène de vie extrême, que tu le veuilles ou pas. C'est sûr. T'as des exemples avec des génétiques fantastiques, ils mangent 3 kebabs et 3 McDo et 25 sneakers par jour et qui ont des physiques incroyables. Mm. Mon ami, bah, que je disais en début de podcast, bon, j'exagère sur l'alimentation, mais Jordan, c'est un mec déjà génétiquement qui est doué, et ça c'est important aussi de le dire. Vu qu'on est dans une discipline où on récompense la plastique, ah, bah forcément, la génétique, elle est ultra, ultra importante. Et celui qui te dit le contraire, c'est pas vrai. Bien sûr, hard work pays off, tout ça, mentalité américaine, on aime ça, bien sûr. Tu as des mecs Mm. comme Branch Warren qui avaient des morphologies qui n'étaient pas fantastiques, qui ont battu des mecs doués génétiquement, qui étaient lazy, hein, qui étaient feignants. Mais il y a une phrase que j'aime bien de Phil Heath, qui est d'ailleurs son surnom, c'est The Gift, le talent, qui disait when hard worker works hard, it's difficult to beat. Quand ceux qui travaillent dur quand les travailleurs durs travaillent Ouais. dur, c'est difficile à battre. But when talent works hard, it's unbeatable. Yeah. Quand le talent travaille Ouais. dur, c'est imbattable. Et ça te sort des mecs talentueux et qui travaillent dur, comme Arnold, chacun de ses générations, comme Ouais. Michael Jordan, comme LeBron James, comme Ronnie Coleman, comme voilà, tous ces exemples qui ont été la crème de la crème parce que travail dur, mais parce que aussi génétique fantastique. Ouais. C'est clair. Euh, ok, excellent. Merci pour ce bon début de présentation, vraiment très complet. C'est génial d'échanger là-dessus, surtout quand on parle de passion. Et du coup, pour faire la parallèle, effectivement, sur les catégories du jour, en fait, tout simplement celles qui me sont propres. Effectivement, du coup, ben, comme Manu l'a explosé, moi je concours en catégorie bodybuilding et classique physique. Alors attention, ici on est sur une ligue, une fédération naturelle, parce qu'il y a différentes fédérations en fait. Donc il y a la fédération reine, on va dire, principale IFBB. Et ensuite, effectivement, donc pour ma part, je suis en WNBF. Et la WNBF, c'est la ligue majeure naturelle, en fait. Tout simplement avec des contrôles antidopage. D'ailleurs, j'en ai un passé là. J'en ai deux autres ensuite sur le jour de la compétition, notamment un polygraphe à passer. Ça, je trouve c'est assez drôle. Comment ça se passe? C'est les tests d'urine? Ça se passe comment? Ouais, test d'urine, ça c'est aléatoire. Et ensuite, effectivement, le polygraphe, ça c'est obligatoire pour tout le monde à faire la veille du show. Et donc le polygraphe, pour ceux qui ne voient pas, c'est le test anti-mensonge en fait. Tout simplement, c'est la technologie du FBI qui a été récupérée parce que la WNBF, de mémoire, ça doit être soit américain, soit anglais. Je dirais plus américain, mais du coup ça vient de chez eux et on signe des documents que j'ai déjà signés, etc. Comme quoi on n'a pas d'appareil électronique avec soi, de quoi filmer comment les tests sont réalisés, etc. C'est un truc que j'aurais beaucoup aimé montrer sur YouTube ou quoi, tu sais, montrer un petit peu ce que ça donne un test anti-mensonge, mais c'est vraiment interdit. Il n'y a pas de présentation là-dessus. Et bon, alors ça c'est le niveau le moins fiable hein, de test parce que ça reste quelque chose qui est refusé par la justice aujourd'hui en France ou quoi pour qu'on aille en savoir plus sur un criminel ou quoi. Mais ça reste quelque chose quand même qui est sympa à faire. Mais après, si on est face à quelqu'un qui sait vraiment contrôler ses émotions, son rythme cardiaque, etc., il saura mentir, quoi. Mais Après, bien sûr, hein, il faut une structure hein, pour montrer qu'on est dans une lutte naturelle. Mais déjà, à l'œil, moi je le vois, je suis pratiquant depuis 2005. Alors à mon niveau, bien évidemment, hein.
mais tu le vois, quelqu'un qui est enhanced, quelqu'un Mhm. qui est avancé dans les produits XXX et quelqu'un qui ne l'est pas. Tu le vois à la qualité de la peau, Ouais, c'est vrai. Le cahier de les veines, les et trapèzes. tu le vois à trapèze, cette shape de taureau en fait. Dès que tu as la shape de taureau qui est constamment en fait, trapèze, arrière d'épaule gonflé à bloc, même au repos, avec une qualité de peau qui laisse à désirer. Multiples problèmes de veines aussi. Alors c'est possible, hein, évidemment, pour quelqu'un qui n'est pas forcément dopé d'avoir des problèmes avec ses veines, notamment par un passé peut-être obèse, des choses comme ça. Mais si c'est sur tout l'ensemble du corps humain, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions et aussi tu demandes ben, l'âge et le nombre d'années de pratique qui peut aussi t'aiguiller. Même si toujours, je dis hein, toujours pareil, hein, tu as des talents génétiques dans toutes Hmm. les disciplines hein, et Bien sûr. ça fait aussi partie du jeu. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et donc, du coup, voilà. Je me présente à cette fédé parce que je trouve que c'est la fédé la plus respectueuse parce que dans l'ensemble, toutes les personnes qui vont se présenter, personne va, s'il est dopé, va aller en WNBF, il va aller en IFBB en fait. Donc en fait, on est tous respectueux des autres et on se présente avec notre physique et nos armes. Et c'est pour ça que je me tourne sur une ligue plus respectueuse de ma condition de préparation en fait. Et effectivement, du coup, pour les catégories, en fait, pourquoi j'en ai deux? Alors, en fait, tout simplement parce que, comme l'a exposé Manu, je préfère le côté artistique, présentation du classique physique, que le bodybuilding qui est plus standard. On est vraiment sur une standardisation. J'ai l'impression d'avoir vu un taylorisme du bodybuilding où tout le monde fait la même pose, même passement, etc. Et j'ai juste l'impression qu'on monte ses muscles et c'est tout, quoi. Et du coup, c'est vrai j'ai pas cette étincelle, ce plaisir à regarder du body, comme je pourrais regarder une compétition de classique, tu vois. C'est beau ce que tu as dit, ça résume tout. Hein. Même si, bien sûr, hein, j'enseigne aussi pour les Open Bodybuilders, hein, notamment je travaille avec Mm. Landry Williams qui est en passe de devenir professionnel aux États-Unis depuis maintenant, je crois, 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est Super. un culturisme qui est aussi fascinant parce qu'il est over the top et il est fascinant de se dire jusqu'où l'homme, l'être humain, il peut aller. Tu vois, c'est ça, dans ce sens-là. Et puis, quand tu es vraiment passionné de l'extrême, tu peux aussi apprécier, parce que comme disait Frank Zane, ils ont tout ce on avait rêvé d'avoir à l'époque en un sens, c'est-à-dire Mm. ces volumes, ces niveaux de sèche outrancieux. Euh, mais c'est vrai que le classique, il est plus plaisant. Et puis, je crois que tu as une catégorie, une communauté qui est beaucoup féminine. Et il y a Oui. quelque chose qui ne me ment pas. Et moi, j'aime beaucoup ça. C'est pour ça que j'adore travailler avec les femmes et j'ai beaucoup de respect pour les femmes. C'est que j'ai beaucoup de respect surtout pour leur œil, leur observation. C'est-à-dire que tu vas mettre 10 culturistes de l'Open, 10 culturistes de classique, ou peut-être 10 culturistes de l'Open et 10 culturistes des années 50-70, avec les lignes que tu imagines. Eh ben, je suis prêt à parier que plus de la moitié des femmes vont préférer le look vintage. Mm. Mhm. Parce qu'elles ont cette qualité, elles savent reconnaître la qualité. Elles ont cette qualité que pas tous les hommes ont. J'ai remarqué que beaucoup de femmes ont cet œil, savent reconnaître la qualité. Et quand une femme te montre ce physique plutôt qu'un autre en majorité, ben pour moi, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a vraiment il y a cette émotion qui se dégage du physique, il y a ce wow effect, comme tu l'as dit, cette étincelle. Mhm. Alors, pour les gens qui ont cette sensibilité artistique, les hommes aussi, ils la sentent, mais les femmes en particulier. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment basculer. J'aime vraiment promouvoir aussi ce côté santé, beauté plastique du culturisme. C'est comme ça que ça devrait l'être, même si bien sûr, voilà, on respecte les gros gabarits et c'est impressionnant. Si tu veux, on a Bien, une c'est clair. catégorie impressionnante et on a une catégorie plus plaisante et Ouais. plus Ouais. artistique. C'est marrant parce que en fait, j'ai pas la même façon de regarder les catégories en question. Donc ici, par exemple, body et, euh, et classique, mais ça marche aussi pour les bikinis dont je m'occupe. Ou quand je compare à quelqu'un dans une claté figure, par exemple, mais j'ai pas la même façon de juger et de regarder la personne. C'est-à-dire que quand tu vas regarder un body, je vais la regarder en tant que coach et connaisseur du corps humain. J'ai regardé la définition, voilà, je vais vraiment regarder que ça. Je vais oublier presque le visage ou la présentation générale, je vais vraiment comparer la définition et la présentation des muscles. Et quand je vais regarder du bikini, quand je vais regarder du classique, je vais me laisser porter par le show. Je vais regarder un petit peu toute la scène, je vais regarder un petit peu plus tout ce qui se passe. J'ai plus l'impression de savourer un moment de film, tu vois, un petit spectacle où je regarde quelqu'un essayer de montrer quelque chose de beau.
Et donc c'est pour ça que je préfère clairement le classique. Alors pourquoi je fais les deux du coup? En fait tout simplement parce qu'en classique il n'y a pas de qualification et de classement officiel. C'est vraiment une catégorie qui est présente en France, qui sera présente sur la Fédé française, mais qui n'a pas une qualification internationale pour la suite de la compétition. Alors même je dis pas ça parce que je vise d'aller plus loin en fait, mais tout simplement parce que il y a peu de personnes en classique du coup en fait, tout simplement. Tout le monde va en body. Et j'ai aussi envie du coup d'être comparé aux autres personnes qui sont présentes en fait, tout simplement. Et c'est intelligent, c'est courageux. Et puis moi, je trouve que tu n'auras pas à rougir sur l'Open parce que tu as un physique qui a cette densité aussi pour être intéressant en Open. Tu as ces cuisses, tu as cette densité, tu as... Pour moi, tu es intéressant dans les deux catégories. Et pour l'instant, même si c'est ta catégorie préférée, le classique, je trouve que tu as plus à apprendre encore en classique dans la façon de se Ah, mouvoir c'est dur, hein. que en bodybuilding, si Pour tu moi, veux, en fait. C'est vraiment le challenge de cette compétition, c'est d'oser me présenter et essayer de faire quelque chose d'artistique alors que je suis quelqu'un de très robotique. Oui, 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 la chorégraphie, tout ça et tout. C'est vrai que c'est. En fait, moi j'aime bien ce que tu as dit là, c'est que on reconnaît aussi dans les catégories classiques, c'est le style, la touche personnelle, le charisme personnel, alors qu'on a l'impression plus d'avoir un étalage un peu froid sur les catégories plus élevées en termes de poids. Mm, Et ça, c'est plaisant parce qu'à l'époque, quand tu voyais un Arnold, ben, tu le reconnaissais de suite. mm. Tu voyais un Tom Platz, tu le reconnaissais de suite. Un Frank Zane, tu le reconnaissais de suite. Steve Reeves, c'est celui qui faisait les films Hercule. Tu Mm. avais toujours cette signature, ce charisme unique. Et c'est vrai qu'avec ce culturisme aseptisé, hein, comme tu as dit, des années 2000, eh ben, on a perdu ça, même si ça reste très impressionnant. Et c'est intéressant pour certains profils comme toi, notamment dans les catégories, ben, ça te le permet en naturel, en WNBF, de pouvoir t'exprimer un petit peu avec les big boys, avec les poids un petit peu plus élevés, parce que pour moi, tu as cette ligne qui est très intéressante, qui peut se prêter aux deux. Ouais, ouais, ouais. Et effectivement, donc du coup, on n'a pas le. Qu'est-ce qui va changer en fait? On n'a pas le même maillot, effectivement. Pas le même maillot dans le sens où c'est pas, je fais pas une pub pour Danone, mais la pub pour le Danette, là, je sais plus ce que c'était. Ça Mais fait ouais, penser aux pubs pour les arbitres, là, on n'a pas. ouais, c'était ça. On n'a pas la même passion. Je sais plus ce que c'était. C'est ça pour le Mais- foot. et oui, du coup, c'était. Donc en fait, on est sur un slip pour le bodybuilding et une demande au niveau de la masse graisseuse qui est plus basse que sur le classique. On demande vraiment le max de définition. Alors que sur le classique, on demande plus de volume et d'élégance sur la présentation, donc de pas être le plus sec possible, mais aussi d'avoir de l'énergie sur scène, etc., quoi. Et donc du coup, là, le maillot est différent. On est sur un short, plutôt. On dit un short? Ouais, Shorty? c'est une sorte de. C'est entre le slip vintage un peu plus large au niveau des côtés et le boxer, c'est entre les deux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est pas un boxeur parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus court. Mais ouais, du coup, vous découvrirez ça en septembre. Et effectivement, ça, c'est un truc que j'ai caché. Et là-dessus, je l'ai joué à la old school. C'est-à-dire que je montre rien et j'en parle pas aux gens. Personne a vu ce que je fais en posing ou quoi, à part toi, hein. Actuellement, même Max qui me suit à côté pour vérifier un peu mon travail en nutrition, tout ça, il voit pas il voit pas enfin si, il voit mes check-in donc quand même, mais il voit pas ce travail de posing, etc. Parce que j'ai voulu garder la surprise. Euh, Parce que à l'époque, et pour les premiers shows que j'ai regardés, du coup, pour découvrir tout ça, on savait pas ce que les gens ils allaient montrer en fait, tu vois, genre, on savait qu'ils se préparaient, on savait un petit peu sur leur diète, tout ça, et puis après, hop là, salut, c'est moi, regardez où j'en suis, et je trouvais ça génial. C'est génial parce que ça augmente ce côté fan que tu as de la discipline. Tu sais, quand tu as cette surprise, tu attends le prochain événement, tu sais. Et ça, c'est quelque chose qui est Ouais. vraiment qui était fort à l'époque parce que tu voulais savoir les résultats. Bon, je parle à l'extrême, hein, mais tu voulais savoir les résultats d'Olympia, il fallait attendre le prochain Flex Magazine. Il n'y avait pas tous les réseaux pour suivre au quotidien le champion. Donc, moi, je trouve que Ouais. la stratégie de surprise, elle est bien, elle nous plaît. Et c'est old school et ouais, ça montre bien ta personne. Ça me définit énormément. Je suis presque obsédé par la surprise. C'est-à-dire que quelque chose que je sais à l'avance, tu vois, qui va m'être présenté,
je vais être vraiment déçu, tu vois. Par exemple, moi, je préfère largement qu'on m'offre un cadeau qui est 100 fois moins bien, tu vois, par exemple pour un anniversaire à Noël, mais que ça soit une surprise, plutôt que quelque chose où je sais déjà, tu vois. Mais ça, c'est ton côté obscur de la force et côté clair de la force. C'est-à-dire, c'est un petit peu ça. Parle un petit peu de ta passion rapidement, parce que c'est important, là, De la surprise de Star Wars. de Star Wars. Ah, Rapidement, très Oula. rapidement, parce que je sais que tu es un grand fan. Bien écoute, Star Wars pour moi c'est toute mon enfance en fait, tout simplement. C'est quelque chose que j'ai découvert à la télévision chez mon oncle à la base, et en fait lui il regardait, mais nous on pouvait pas regarder parce que voilà, un petit peu trop de violence, tout ça, et du coup je l'ai découvert un petit peu plus tard. Lorsque l'épisode 3, La Revanche des Sith, est sorti au cinéma, ça a fait un tabac parce que c'était le dernier épisode de la prélogie. Et pour moi, à l'époque, j'étais à la cour de récré, tu vois, c'était de partout. On avait dans les paquets de céréales des lasers, tout ça, tu vois, c'était des trucs que tu voyais tout le temps, mais je savais pas ce que c'était. J'avais jamais vu un film. Et La Revanche des Sith n'était pas un film qu'on pouvait montrer aux enfants parce que t'as quand même un mec qui crame dans la lave à la fin. C'était pas trop quelque chose qu'on allait montrer aux gosses de l'époque. Et du coup, on m'a montré d'abord les films qui étaient soft. Et à ce moment-là, pour moi, c'était un peu comme l'époque Sangoku pour certains. C'était vraiment la découverte d'un monde et d'un univers, en fait, d'une histoire totale qui m'a appris beaucoup de choses d'ailleurs sur la vie, tout simplement, sur les personnes, sur la valeur de l'amour, de l'amitié, tout ça, des choses simples en fait que tu vas retrouver dans des histoires construites. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui me porte depuis très longtemps. Et je vais pas mentir, sur certaines séries qui viennent de sortir, quand il y a un événement majeur qui se passe, j'ai les larmes aux yeux, hein, clairement. J'entends une musique, tout ça, c'est... Moi, je suis un être sensible et qui a ce côté fan aussi avec certaines licences aussi, donc je te comprends tout à fait. Et pour faire le parallèle avec le culturisme, on pourrait dire que le côté clair, c'est les naturels et l'obscur, c'est le côté Ouais. enhance. Ouais, c'est ça, et on va dire ça parce que c'est vrai que du coup, même dans le côté enhance, dans le côté obscur, il n'y a pas de... On n'est pas sur du 100% noir, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des petites raisons qui nous amènent à ce côté obscur, des choses qui font qu'aujourd'hui, bah, y a du dopage, Des choses comme Complète, ça, tu vois. complètement, c'est super intéressant ce que Parce tu dis et que, je veux pas. Vas-y, vas-y, vas-y. c'est parce qu'au final, c'est ce qu'on découvre justement avec Dark Vador, par exemple, dans Star Wars, c'est que bah, le gars, il a quand même des sentiments derrière, il y a autre chose, il y a des choses qui l'ont amené dans cette situation, et on n'est pas sur le méchant qui veut tuer tout le monde, en fait. C'est super, super intéressant ce que tu dis parce que quand on est dans une approche culturisme artistique, il faut aussi avoir ce respect des gens. Je trouve que c'est très important. Et quand on a le respect des gens, on ne doit pas dénigrer ceux qui font ce choix dans le culturisme de passer dans l'outrance. Parce que, comme tu dis, dans l'outrance, il y a aussi pour le vrai passionné une forme d'admiration, parce que c'est jusqu'où l'être humain Mm. peut aller en respectant ces idéaux dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire la finesse de la taille, le dos en V, ceci, cela, la partie artistique, la présentation, tout ça. Donc c'est très important si jamais il y a des gros profils, enfin des big boys qui passent par le podcast, euh, on vous aime, mais on a des préférences, chacun a ses préférences, et les couleurs en fait. C'est comme si tu dis, moi je préfère Porsche à Ferrari. Mm. Chacun après ses goûts. Moi j'ai une préférence un peu plus old school, mais je suis passé par ma fascination. Moi j'ai grandi dans l'époque Ronnie Coleman, la fascination pour les gros profils, et j'étais fan de Jay Cutler, j'étais fan de Ronnie Coleman, j'étais fan de tous ces gros profils, et je comprenais leur grandeur dans leur style. Donc Mm. en fait, le plus important, c'est que chacun dans son style respecte les valeurs du bodybuilding, transmet un beau message et que tu sois C'est ça, naturel c'est ou ça, surtout. enhance. Enhance, pour ceux qui ne parlent pas français, c'est ceux qui sont euh, avancés en produits XXX. Oui. Mais voilà, on jette la pierre au bodybuilding parce que ça se voit de suite. Mais quand tu prends un cyclisme de haut niveau, tu Mm. vois un cycliste de haut niveau, de très très haut niveau, ça ne se voit pas physiquement, mais à côté, il se passe des choses. Oui. Et donc, mais ça marche voilà, pour tous les sports, pour tous les sports, les quand gros tu veux, développements. exactement. Pour tous les sports, dès que tu veux atteindre un certain niveau international ou très 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 élevé et qu'il y a de l'argent en jeu et qu'il y a de la compétition, ça fait partie de ce monde. Il y a tout un process qui se passe en backstage. Et ça on le sait, mais ça fascine aussi parce que ça permet d'atteindre
je crois, des 9,33, 9,37 au 100 mètres. Hmm, Ça permet d'avoir des champions comme Ronnie Coleman. Ça permet oui. d'avoir des champions extraordinaires, quelqu'un sur les critiques comme Lance Armstrong. Ça Hmm. permet d'être fasciné par plein de choses au niveau sportif. Et donc voilà, quand on connaît l'envers du décor, on sait qu'il se passe des choses derrière. Mais c'est aussi fascinant. C'est aussi Ouais. fascinant, il faut l'avouer. Non, je suis totalement d'accord. Je m'inscris dans la même conduite et idée que toi. Alors, conduite perso, du coup, non, effectivement, puisque ce n'est pas le côté qui m'intéressera un jour. Parce que je me définis comme un professionnel de santé. Je me retrouve à conseiller beaucoup de personnes sur leur nutrition, troubles du comportement alimentaire, tout ça, même au niveau biomécanique, physique. Hein, c'est vraiment le sujet qui me passionne le plus, c'est la programmation des entraînements, le corps humain, les articulations, tout ça. Et donc effectivement, sur ce côté-là, c'est pas quelque chose sur lequel je vais me tourner parce qu'on ne sera jamais sur une santé réfléchie et optimisée dans cette approche-là. C'est pas possible. Mais il faudra un certain panel de biologie pour que la personne puisse tenir le choc en fait. Et du coup, c'est pas quelque chose qui me concernera un jour en termes d'application. Par contre, c'est vrai que voilà, la personne qui sait le faire, qui est dévouée et qui en connaît les enjeux, je respecte totalement du moment effectivement qu'il y a une bonne raison et application derrière, que c'est son métier et quelque chose comme ça, évidemment. Mais c'est beau justement parce qu'aujourd'hui, il existe des fédérations comme la WNBF, des catégories qui permettent à ces gens naturels de s'exprimer. Des gens comme toi, des gens comme Axel Herzoviak, des gens comme mon ami Jordan, plein de profils, des gens comme Sophie Dim aussi, des gens qui sont Mm, mm, naturels, qui ont un niveau extraordinaire pour des naturels et mm. qui vont s'exprimer et voilà, faire leur vie de compétiteur avec cette passion qu'ils ont dans le cœur. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial que ce ne soit pas réservé seulement aux gros profils, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas. Voilà, Mm. tu devenais bodybuilder, il fallait de suite, tu vois, mettre le pied dedans, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, voilà, pour la présentation de mes catégories. Alors maintenant, qu'est-ce que ça implique niveau réussite ces catégories? Qu'est-ce qu'on nous demande? Écoute, je ne sais pas si tu veux présenter peut-être les passages. Oui, alors, je parle sur les talons IFBB Monsieur Olympia, et ça vaut aussi à 80% pour ce que tu vas présenter aussi. Hmm. On va rentrer en scène sur la catégorie bodybuilding, où on va avoir des quarts de tour, ce qu'on appelle le symmetry round. Mhm. C'est ce qui va permettre de juger la symétrie d'un physique, exactement. En fait, on va faire les quatre faces qu'on appelle front relaxed, face relâchée, alors qui n'a de relâché que l'appellation. En fait, tout est contrôlé, hein, d'où le posing, l'art du posing, c'est super important. Donc, on va contrôler les quatre faces, on va faire déjà un premier classement, et après ces quarts de tour, on va passer par des poses obligatoires qui vont changer, hein, plus ou moins nombreuses selon les fédérations. On en a 8 en IFBB chez l'officiel, enfin l'officiel, chez la Hmm. catégorie reine. Chez, Oui. et du coup, on va avoir des poses comme le double biceps, on va avoir des poses donc comme le front lat spread, le double dorsaux de face qui va mettre en avant les dorsaux. On va avoir des poses comme le biceps cache qui va mettre en avant poitrine, biceps, des poses de dos pour la définition de dos, mais aussi pour des poses pour la largeur de dos. On va revenir de côté pour mettre en avant le triceps, une pose spéciale pour les abdominaux et une pose spéciale pour la muscularité qui s'appelle d'ailleurs le plus musclé. On Hmm. va nous permettre de donner un peu plus d'agressivité à notre posing pour voilà, donner ce côté un petit peu plus bestial au package total. Et ce package total, en fait, il est noté et on établit un classement des athlètes, tout simplement. Au niveau classique, ça va être la même chose, sauf qu'on va y inclure la partie artistique et la partie plaisante, athlétique des lignes, en fait. Hmm. On va aller chercher des tailles plus fines, on va aller chercher une maîtrise du posing beaucoup plus poussée, avec chacun son style, peut-être un peu plus de romantisme, un peu plus de dramaturgie, un peu plus d'expression artistique dans la façon de se présenter, et également la partie posing routine, c'est-à-dire la chorégraphie, elle est notée et compte énormément et donne une patte artistique et une patte non seulement au niveau des fans, mais au niveau du jugement, des juges, du panel de juges, qui va influencer énormément la note. Alors qu'en open bodybuilding, la chorégraphie, c'est histoire d'eux pour présenter, parce que ça fait partie du show, mais c'est pas noté. On va plus juger muscularité et sèche. Hmm. Donc voilà un petit peu pour les deux catégories, les différents. Je crois que c'était ça ta question.
Ouais, c'était ça, ouais. C'est de présenter effectivement ce qu'on doit faire en fait sur scène, ce que les personnes attendent. Et donc du coup, pour résumer de mon côté, effectivement, c'est ça. Ce qui va jouer et ce qui va changer, c'est effectivement cette demande entre le classique et le body de base sur un physique. Et ensuite, il va y avoir d'autres points, comme tout simplement la pose, qui va différencier, qui va prendre une part beaucoup plus importante dans la note, avec la pose individuelle pour le classique. Et effectivement, plus, on va dire, plus de liberté en fait en classique sur ces poses, alors qu'en body on est sur plus du standard, présentation standardisée. Mais voilà, définition aussi, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc voici ce qui va être jugé globalement, et sur le body on est sur une grosse part de la note, on va dire 80% de la note sur effectivement le physique. Et en classique on va être évidemment sur un physique quand même qui doit être majoritaire sur la part de la note, mais quand même une bonne partie, un bon tiers peut-être de pose. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais dans le classique physique, dans les listes de poses imposées, si on peut dire, il y a le classic pose, c'est-à-dire la pose classique et une pose spécifique où on va permettre d'exprimer voilà, d'autres choses et montrer d'autres angles plus antiques. C'est vraiment les poses wow, hein, les poses à la Arnold, les poses à la Ziz ou Frank Zane, c'est-à-dire les poses artistiques, sculpturales, hein, où on sort des carcans voilà, stricts et froids du open bodybuilding. C'est ça. Voici du coup ce qui est demandé et ce qui va être jugé sur l'occasion. Maintenant, plus sur le côté préparation, est-ce que tu as encore un petit peu de temps parce que ça fait un moment qu'on parle? Oui, j'ai réservé ma soirée pour toi. Ça marche, c'est cool. Donc effectivement, une compétition, ça implique quand même une certaine préparation. Donc qu'importe la catégorie, hein, qu'on soit chez moi ou ailleurs, il va y avoir une grande préparation, et évidemment la pierre angulaire, ça reste le physique, tout simplement, hein, de base, qui on est et qui on amène sur scène. C'est effectivement un physique qui est déjà défini, qui correspond à la catégorie en question, et c'est ce qui fait que du coup, comme tu l'expliquais, on a des catégories qui sont différentes aujourd'hui, et qui parfois sont créées en fonction des standards, comme on parlait par exemple du wellness avec le bas du corps plus dans le type brésilien. Et du coup, voilà, des choses qui vont être différenciées déjà par un physique de base, un package à amener. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui n'arrive pas au moment de la compétition. C'est pas, j'ai envie de faire classique physique, j'ai envie de faire bodybuilding, mais c'est ma première année. C'est parti. À moins que vous soyez génétiquement incroyable dès le départ, ça demandera un petit peu de préparation, cette partie-là sur le physique de départ. Souvent des années. Bien, les athlètes, j'espère que cette première partie de podcast vous a plu. On coupe ici avec Ablapose et Manu, tout simplement parce que les deux parties sont longues. En fait, on a séparé ce podcast en deux parties. Donc la première va être celle que vous venez d'entendre tout simplement sur les bases du bodybuilding, du culturisme. Qu'est-ce que c'est ? Ce que ça implique, ce qu'il y a derrière, et on fait une petite transition sur la compétition. On se retrouve pour la deuxième partie dans quelques jours. On va la publier d'ici 2-3 jours, la deuxième partie, pour que ça soit pas trop éloigné, parce qu'en ce moment il se passe beaucoup de choses au mois de septembre. J'ai ma compétition, il y a plein de nouveautés, il y a les nouveautés sur le podcast, et notamment celle que vous pouvez déjà rejoindre, c'est l'espace premium sur le podcast. Alors ici, cet espace premium podcast, c'est en fait tous les mois une partie exclusive juste pour vous, que vous pouvez rejoindre pour ceux qui aiment le podcast mais qui veulent surtout garder des choses pratiques de leur côté pour leur progression. Et en fait, je vais sortir un épisode tous les mois ici, particulier, avec une information et du contenu à télécharger à côté pour que vous puissiez l'utiliser de votre côté. Et ce mois-ci, je vous présente mon programme. Je ne l'ai jamais montré. Je n'ai jamais montré ma programmation, comment je faisais. Alors, je vous explique un petit peu en quoi elle consiste, mais comment de votre côté, vous pouvez dupliquer ça et reprendre de votre côté, bien sûr à votre sauce, parce que ne faites surtout pas la même chose que moi. C'est non optimal. Donc, je vous explique comment faire le parallèle de votre côté pour obtenir de meilleurs résultats à vos entraînements. Et donc ça, c'est l'épisode du mois qui est dispo sur l'abonnement du mois de septembre. Vous avez aussi accès à un groupe privé. On a un groupe de discussion avec tous les athlètes de Next Physique, mais on a aussi la possibilité dans ce groupe de discuter, d'échanger sur des sujets. Mais je vous laisserai aussi voter à chaque fois pour l'épisode du mois suivant pour que je puisse vous préparer un épisode de qualité avec des documents à télécharger. Comme ici, ce mois-ci, il y a mon programme, mais aussi des documents à télécharger pour construire votre programme de votre côté.
C'est pas cool ça? Alors ça se passe en lien de l'épisode pour rejoindre l'abonnement privé. En tout cas, si cet épisode vous a plu et si la partie 2 vous intéresse, n'hésitez pas du coup à nous récompenser un petit peu. Juste en mettant un like, un commentaire sur l'épisode, ça aide énormément le podcast. Et on se retrouve pour l'épisode suivant dans quelques jours. N'hésitez pas à nous mettre une petite note, ça aidera énormément. Merci à vous, c'était Julien. À tout de suite. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et Diète et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et Diète, c'est bien développé. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT, Plaisir et Diète, on souhaitait unir les meilleurs conseils et spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes en fait. Chez Plaisir et Diète, dans notre façon de voir les choses, on a toujours voulu le maximum de l'optimisation, le meilleur de la personnalisation avec un maximum de disponibilité. Et tout ça sans pour autant que les personnes avec lesquelles on travaille soient frustrées dans leur sport, dans leur diète ou au quotidien. Et désormais, on sait qu'on est plutôt des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching, on a créé une vraie équipe soudée parmi les coachés et à l'intérieur de l'équipe de Plaisir et Diète, c'est-à-dire nous-mêmes. À la base, on était juste 2 et maintenant on est plus de 5. On se rencontre régulièrement et l'ambiance de chat est toujours présente. On a un chat privé avec l'équipe. C'est toujours une vraie ambiance, une famille en fait. Même le côté entraide est ultra développé et parfois on s'absente une demi-journée et tout le monde a déjà répondu aux questions des autres. On n'a même pas eu la possibilité de les aider. C'est ça la team Plaisir et Diète, c'est ça la team PR. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles, de guides et de calculateurs d'outils pour le coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et le chat de groupe. On a un groupe Facebook, on a plein de lives explicatifs dessus et des tutos techniques. Toutes les semaines, on met tout en œuvre pour que l'entièreté du programme fonctionne pour la personne. Pour ça, on a un bilan de la semaine, on n'hésite pas à vous appeler, on met en place un vrai suivi où on est présent tous les jours par message pour assurer la meilleure évolution possible de la personne. Et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est mis en place toutes les semaines entre le coach et le coaché. Ça nous permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil ou même d'autres informations générales. Les coachings, c'est un tandem, c'est entre vous et nous. Et une équipe, ça doit avancer ensemble. Pour ça, on vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job, et après, c'est à vous, sur le terrain, de faire ce qu'il faut. On vérifie chacun de vos mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser votre entraînement. Et ça, on met un point d'honneur dessus pour que à la fois, vous ne vous blessiez pas, et ensuite, que vous gagnez un maximum de muscles et de force. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est sans doute que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute, ou tu peux remplir le questionnaire qu'il y a en description de ce podcast et tu pourras ainsi candidater et on prendra un rendez-vous ensemble pour en discuter directement de vive voix. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.